Bonjour et bienvenue sur LCP, mercredi 9 juillet à l'Assemblée. L'homme du jour, c'est Thomas Fatome. Son nom vous dit quelque chose, c'est le directeur général de la CNAM, l'assurance maladie, branche éternellement déficitaire. Et pourtant, juste avant la crise du Covid, il y a eu du mieux puisque les comptes étaient pratiquement revenus à l'équilibre. Mais voilà, eh bien, l'impact de la crise budgétaire a fortement dégradé les comptes et le fameux trou de la Sécu est revenu. Alors que faire pour préserver ce modèle social français auquel les Français sont si attachés? Eh bien, on va prendre la direction de la Commission des affaires sociales pour écouter Thomas Fatome. À tout à l'heure. On est parti d'une ambition un peu forte, pas folle mais forte. Comment on peut préserver, sauvegarder notre système d'assurance maladie, cette exception solidaire française. On rappelle ici des grands chiffres que vous connaissez par cœur, je pense. On investit beaucoup dans notre système de santé. On est le 3e pays au monde rapporté au PIB. On couvre largement les soins, 80% par le système d'assurance maladie obligatoire. On a le reste à charge le plus faible du monde, 7,5%. Et des performances globales, bien sûr. Quand on les regarde de près, c'est plus nuancé, mais en termes d'espérance de vie, qui nous situe au-dessus de la moyenne de l'Union européenne et assez largement au-dessus. Et donc, notre objectif, c'est de proposer une analyse de la situation et surtout un ensemble de propositions pour rétablir la soutenabilité à long terme de l'assurance maladie en étant résolument, volontairement optimiste, c'est-à-dire que nous considérons qu'il est possible de mobiliser ces leviers, de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de ce système de santé pour sauvegarder la prise en charge des patients. Ce rapport, il est un peu exceptionnel aussi sur la méthode. Puisque nous l'avons travaillé depuis le début de l'année en lien très étroit avec l'ensemble des membres du Conseil, l'ensemble des organisations membres du Conseil, organisations syndicales, représentants des employeurs, mutualités, représentants des patients, personnalités qualifiées. C'était un peu inédit. Nous y avons longuement travaillé tout au long du premier semestre 2025. Il y a donc un rapport qui est riche, je crois, d'analyses, est riche de 60 propositions et également un certain nombre d'options qui sont des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus au sein du Conseil de la CNAM, mais qui sont voilà, soumises au débat public. Et vous trouverez notamment dans le rapport les contributions, et ça aussi c'est une originalité de cette édition 2026, des contributions de chacune des organisations membres du Conseil qui détaillent à la fois les points d'accord, les points de divergence et les propositions complémentaires. Je crois aussi que ça participe d'une richesse plus importante du débat public autour de notre système de santé et d'assurance maladie. Je vais rapidement sur la situation financière, vous la connaissez, elle a été présentée notamment par les ministres lors de la commission des comptes de printemps, un déficit à 16 milliards d'euros pour l'assurance maladie en 2025 et les prévisions du gouvernement, même avec l'ONDAM pluriannuel tel qu'il a été voté dans la loi de financement, un déficit qui se creuserait à hauteur de 19 milliards d'euros, au-delà même en 2029. Il faut ajouter à ça un déficit, vous le savez, des établissements de santé, chiffre provisoire à 3,5 milliards en 2024, et intégrer aussi que ce déficit a un coût immédiat, un coût direct, les charges financières qui sont liées évidemment au financement de ce déficit, 500 millions d'euros, plus de 500 millions d'euros en 2024. Nous revenons vers des charges financières très élevées qu'on a pu connaître dans la décennie 2000 et évidemment qui représentent une charge importante annuelle pour l'assurance maladie. On a essayé d'aller un tout petit peu plus loin sur le diagnostic de ce déficit de manière volontairement extrêmement simple, en disant il a deux composantes à l'horizon 2030. Il a une composante qui est le stock de déficit, c'est le déficit actuel, à hauteur de 16 milliards d'euros, en partageant avec vous que ce déficit intègre la dépense pérenne qui est liée au Ségur de la santé, à hauteur de 13 milliards d'euros, mesure évidemment légitime de revalorisation des professionnels de santé, principalement à l'hôpital, mais aussi en ville, et qui pèse, c'est vrai, fortement dans ce stock de déficit. Mais de manière plus structurelle et peut-être de manière plus inquiétante, ce déficit, sans aucune mesure nouvelle en recettes ou en dépenses, il va s'aggraver à hauteur de 25 milliards d'euros à l'horizon 2030, 5 milliards d'euros par an, tout simplement parce que nos dépenses vont plus vite que nos recettes, et donc une perspective d'un déficit sans aucune mesure à hauteur de 41 milliards à l'horizon 2030.
Pourquoi nos dépenses vont plus vite que nos recettes et vous connaissez ces sujets, mais le rapport, là aussi, contient des analyses, je crois, assez inédites pour pouvoir projeter à l'horizon 2030 l'impact de deux phénomènes, d'ailleurs, qui se rejoignent, qui sont le vieillissement de la population et la hausse des pathologies chroniques. On vous a remis ici les chiffres qui sont, je crois, très parlants. On rembourse en moyenne à peu près 3 000 € de soins et de prestations en espèces pour les assurés. Cette moyenne, elle cache en réalité une disparité très significative entre un assuré en moyenne qui n'est pas en ALD, c'est 1 200 €. Un assuré qui est en ALD, c'est un peu moins de 10 000 €, 9 560. Et cette différenciation, elle se voit bien sûr aussi au niveau de l'âge, puisque vous voyez qu'une personne âgée de plus de 80 ans bénéficie de remboursement à hauteur de 7 700 € en moyenne, ce qui est évidemment nettement supérieur aux 3 000 € d'un assuré moyen. Et donc nous avons projeter ces évolutions à l'horizon 2035. Pour les lecteurs assidus de Chargé Produit, chaque année, nous publions la photographie, combien coûte le diabète, combien on dépense en termes de médicaments sur la santé mentale, quelle est la prévalence des différentes pathologies. Là, nous avons en réalité mis en dynamique cette photo à l'horizon 2035 avec 3 scénarios. Un scénario purement démographique, c'est ce que vous avez dans les pointillés du bas, c'est-à-dire qu'on ne regarde que le vieillissement. Et là, on passerait de 36,9% de patients ayant une maladie chronique à presque 40%, 39,6%. Si on projette un scénario dans lequel on injecte à ce vieillissement de la population une évolution sur temps long de la prévalence des pathologies chroniques temps long en 2015-2023, c'est le scénario intermédiaire à 40%. Et si on regarde simplement la période la plus récente, 2019-2023, là vous voyez une accélération encore de la prévalence des maladies chroniques à hauteur de 43%. Ça veut dire qu'on passerait de 37% de la population qui a une maladie chronique aujourd'hui à 43% dans le scénario qui tient compte de l'accélération de la prévalence d'un certain nombre de maladies chroniques depuis 2019. Et dans le rapport, pour celles et ceux qui ont déjà eu le temps de le regarder, il est en ligne depuis la semaine dernière, la version qui a été validée par le Conseil de la CNAM, j'ai oublié de le mentionner jeudi dernier, à une large majorité. Et bien, vous voyez, ces projections, elles sont détaillées pathologie par pathologie. Et évidemment, c'est un élément de compréhension majeur de l'explication de moteur, finalement, significatif qui pousse à l'augmentation de la dépense d'assurance maladie. Face à cela, je l'ai dit, notre ambition, c'était d'essayer de réunir l'ensemble des leviers, ou en tout au moins d'identifier le plus précisément possible pour pouvoir rétablir un système de santé et d'assurance maladie soutenable à moyen terme. 3 grands blocs qu'on va essayer de détailler, et là encore sans doute un peu trop rapidement. D'abord la prévention, en se redisant que c'est évidemment quelque part ce qu'on a appelé la grande cause décennale. Nous ne ralentirons pas l'apparition des maladies chroniques si nous n'investissons pas plus et plus efficacement dans la prévention. Organiser le parcours de soins, organiser le lien entre la ville et l'hôpital, faire de l'hôpital un lieu de soins spécialisé permettant la prise en charge des urgences et des patients fragiles en amont sur la médecine de ville, c'est le 2e bloc. Le 3e bloc, c'est ce qu'on a appelé de manière peut-être un peu simple, payer le juste soin au juste prix, c'est-à-dire des prescriptions de qualité, un parcours de soins cohérent, une juste rémunération des produits de santé et des actes médicaux, la lutte contre éventuellement les phénomènes de rente et évidemment également la lutte contre la fraude. Donc c'est cet ensemble, ces 3 blocs qui sont déclinés ensuite dans le rapport avec un fil rouge. Et là aussi, j'y vais de manière beaucoup trop rapide. C'est évidemment le numérique en santé, en considérant que ce soit en matière de prévention, Marguerite Cazeneuve l'évoquera tout à l'heure sur mon espace santé, que ce soit en termes de parcours de soins, de qualité de la prise en charge, on pense au logiciel d'aide à la prescription, que ce soit dans le paiement du juste soin au juste prix, on pense également au système d'aide à la décision médicale, on pense à la lutte contre la fraude grâce à l'application carte vitale ou à l'ordonnance numérique, eh bien vous verrez à chaque fois que le numérique est un outil au service de l'ensemble de ces axes et fait parfois l'objet de propositions bien identifiées en rappelant le plaidoyer que nous faisons régulièrement autour de mon espace santé, un service public hébergé en France, gratuit, adopté par plus de 20 millions d'assurés. Ça veut dire plus de 30% des assurés qui ont déjà activé leur espace santé et des dizaines de milliers de documents qui y transitent chaque jour. Voilà sur un peu le décor général, si j'ose dire, Monsieur le Ministre. Et je passe la parole à Marguerite Cazeneuve qui va vous parler justement de cette grande cause décennale de la prévention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,
Alors, on a, vous voyez sur la slide, beaucoup de chiffres que vous connaissez pour la plupart, mais qu'on a souhaité rassembler ici. On a évidemment beaucoup travaillé sur la prévention, puisque la seule manière d'empêcher le système d'assurance maladie de perdre sa soutenabilité à long terme, c'est évidemment que la population soit en meilleure santé. Et donc c'est la raison pour laquelle la prévention est vraiment la condition sine qua non de l'ensemble du rapport et de l'ensemble de nos propositions de redressement. Donc vous voyez ici deux blocs. En bleu, la prévention primaire avec l'exposition virale, en face les vaccins et les facteurs de risque, et la prévention secondaire en rose, donc tout ce qui relève du dépistage et du diagnostic. Je passe vite, beaucoup de chiffres sur les cancers, sur la vaccination, etc. Je passe vite aux propositions. Alors, c'est une sélection de propositions, on ne les a pas toutes remises ici. Donc, comme vous le voyez en bleu, ce sont toutes les propositions qui ont fait l'objet du vote du Conseil de l'assurance maladie. Et en gris, vous retrouverez dans la proposition les propositions supplémentaires qui ont été mises sur la table par l'administration de l'assurance maladie, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Donc la première chose, c'est consensuel, c'est qu'il faut installer une gouvernance de la prévention en santé. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent de la prévention et aussi insuffisamment, c'est le paradoxe de la prévention. Et donc il faut une coordination à la fois nationale, régionale, locale, assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire et tous les autres acteurs qui nous permettent d'aller au dernier kilomètre, puisque la prévention, c'est aussi l'axe primordial pour lutter contre les inégalités sociales de santé. La deuxième proposition, elle concerne l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est 17 millions de personnes. Il n'y a qu'une seule personne sur deux qui est diagnostiquée, une personne sur quatre qui est traitée. Or, l'hypertension artérielle, c'est vraiment le risque chronique majeur qui entraîne l'ensemble des pathologies, des maladies cardiovasculaires et associées. Et donc, derrière l'HTA, vous avez des AVC, vous avez la maladie rénale chronique, etc. Donc, on a un sous-diagnostic de l'HTA en France, qui est une maladie silencieuse. Donc, on souhaiterait lancer une vaste campagne de dépistage, d'ouvrir ce dépistage aux pharmaciens qui aujourd'hui n'ont pas cette compétence pour qu'ils puissent ensuite réadresser les patients aux médecins traitants pour le diagnostic, et lancer comme au Royaume-Uni une campagne Know Your Numbers qui permette aux gens de savoir connaître les chiffres. Connaître les chiffres. Et donc justement, connaître les chiffres, puisque il n'y a pas grand monde qui connaît les chiffres de l'hypertension artérielle. Et de même, il n'y a pas grand monde qui connaît ces chiffres d'hypertension artérielle. Et donc l'objectif, c'est d'encourager les gens à prendre leur tension et savoir à quel moment il y a un signal d'alerte. Troisièmement, Thomas Fantôme en a parlé, c'est mon espace santé. Donc aujourd'hui, vous savez, mon espace santé, c'est vraiment le service public numérique, le carnet de santé de chacun des Français, donc un service public numérique. Aujourd'hui, il est constitué, en tout cas, il a été créé comme étant un coffre-fort. La proposition qui est faite là, c'est de pouvoir utiliser les données de l'assurance maladie pour faire de la prévention personnalisée. Autrement dit, qu'on demande au patient s'il est d'accord pour que nous utilisions nos données pour faire des pushs, j'allais dire, pour l'amener, lui envoyer des messages de prévention ciblée, puisqu'on sait quand il est en retard de dépistage, on sait quand il est en retard de vaccination, sur la base des chiffres de consommation de soins. Et donc, on voudrait pouvoir engager ça. Quatrièmement, faire de l'entreprise un lieu clé de prévention et donc intégrer dans les contrats responsables une demi-journée consacrée à la prévention des salariés. Et puis par ailleurs, on a un rappel de propositions sur l'ensemble des acteurs qui doivent être associés à la prévention, notamment l'école, les PMI, etc. Sur les dépistages du cancer, donc vous avez sur la page précédente les chiffres encore insuffisants en matière de dépistage organisé. Un des freins au dépistage organisé du cancer, ce sont les dépassements d'honoraires. Et donc nous proposons d'interdire les dépassements d'honoraires sur les actes de dépistage en lien avec les dépistages organisés, à savoir les mammographies, les coloscopies et les échographies associées. Point suivant, faire du Nutri-Score la clé de la prévention nutritionnelle. Le Nutri-Score, c'est une réussite française. Il est dans 7 pays aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis qui ont démontré son efficacité, notamment dans la lutte contre les pathologies chroniques. Et donc, nous avons fait une série de mesures. Vous avez vu qu'il est en bleu, c'est-à-dire que notre conseil a approuvé ce dispositif, qui est à la fois un dispositif de sensibilisation
des consommateurs, mais surtout aussi d'incitation des industriels à modifier leurs formules. Et donc, vous avez notamment un industriel récemment qui a modifié la formule de ses céréales, qui est passée de C à B, qui en a fait aussi un outil promotionnel. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'inciter les industriels à revoir leur formule. Donc, on souhaiterait rendre, il y a plusieurs échelles de propositions. La première, c'est de rendre le Nutri-Score obligatoire sur la publicité. Le maximal, c'est de rendre le Nutri-Score obligatoire sur les produits emballés. Dernière proposition consensuelle, en tout cas qui a été adoptée par le Conseil, c'est à taux de prélèvement constant de renforcer les taxes comportementales. Puisque Thomas Fatome y reviendra, en fait, les recettes de l'assurance maladie, elles vont moins vite que le PIB. Pourquoi? Notamment parce que les taxes comportementales, à mesure qu'elles font effet, leur rendement baisse. Et donc, le rendement de la taxe tabac, il baisse. Et donc, ce qu'on voudrait proposer, c'est qu'à taux de prélèvement obligatoire, on ait un renforcement et un élargissement des taxes comportementales, ce qui fait qu'on n'augmente pas le taux de prélèvement obligatoire, mais on maintient le taux de prélèvement obligatoire. Mais pour maintenir le taux de prélèvement obligatoire constant, il faut élargir et augmenter les taxes comportementales. Et par ailleurs, vous retrouverez dans le rapport un certain nombre d'exemples de taxes comportementales, notamment sur le sucre, etc., qui ont été installées avec succès dans un certain nombre de pays, notamment en Amérique du Sud. En gris, une proposition qui est évidemment plus sensible concernant la vaccination contre la grippe. Je rappelle quand même les chiffres. Sur l'épisode hivernal l'année dernière, 30 000 hospitalisations, 3 millions de consultations et 10 000 morts. Donc ça, c'est ça l'impact sur notre système de santé, avec en face une personne sur deux devant être vaccinée qui ne l'est pas et moins de 30% des soignants vaccinés. Et donc, évidemment, on a en conséquence fait plusieurs propositions, à minima la vaccination des résidents d'EHPAD, à maxima la vaccination de tous les soignants. Je poursuis sur l'organisation du parcours de soins. Donc, vous voyez ce qu'on a représenté en vert, c'est le moment où les personnes sont malades. Et en fait, on entre dans ce qu'on appelle la prévention tertiaire. La prévention tertiaire et la prise en charge des patients. Donc, quand on arrive à ce stade-là, donc vous êtes malade, mais en fait, on peut faire en sorte que vous soyez le moins malade possible. On peut éviter que vous développiez des comorbidités. Et donc, c'est ça aussi le rôle du système de santé, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre avec votre maladie le mieux possible. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être prises en ce sens. Et puis, à la fin, vous avez évidemment la question des soins aigus et de l'excellence des soins aigus pour les assurés sociaux en France. Sur les propositions, rapidement, la sélection des propositions que nous faisons sur l'organisation et le parcours de soins. La première chose, c'est l'Observatoire des professionnels de santé, puisque donc il y a eu tous les débats sur le numerus clausus, mais aujourd'hui encore, on ne sait pas précisément combien d'infirmiers, combien de kinés, combien de cardiologues il faut former à horizon 10, 20, 30 ans. Et en fait, ça suppose de faire des vraies projections, à la fois sur l'évolution des besoins de la population, mais aussi sur les évolutions des innovations, des modalités de travail des soignants. Et aujourd'hui, cet observatoire n'existe pas. Et donc, on a toujours le sentiment d'avoir des problèmes d'accès aux soins qui peuvent varier selon le temps, mais qu'il faut qu'on arrive à mieux anticiper. Et donc, on vous propose de lancer cet observatoire. Pour mieux suivre les patients chroniques, on propose la création d'un nouveau métier d'infirmier de coordination qui en réalité existe déjà dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ce sont des professionnels qui s'assurent qu'un patient chronique n'a pas de rupture dans son parcours et donc que vous soyez diabétique, que vous ayez une maladie rénale chronique, qui est capable de vous aider en sortie d'hospitalisation, à faire de l'éducation thérapeutique, à prendre vos différents rendez-vous, puisque l'objectif, une fois que vous êtes malade, encore une fois, c'est que vous n'ayez pas de rupture dans votre parcours de soins et que vous soyez surveillé, télésurveillé pour ne pas développer de comorbidité. Et puis pour les patients qui sont les plus graves, ceux qui ont connu un passage dans des établissements de santé notamment, qu'il puisse y avoir aussi une responsabilité associée de l'établissement ou de l'équipe de soins spécialisée pour suivre le patient jusqu'en ville. Est-ce qu'on peut écouter l'oratrice, s'il vous plaît? Il y a un peu il y a du murmure. Je sais bien que c'est notre dernière séance avant les vacances, mais bon, il faut qu'on reste concentré. Et qu'est-ce que je disais?
Je disais télésurveillance des patients chroniques quand ils sortent d'hospitalisation, puisqu'ils ne sont pas stabilisés au moment où ils sortent de l'hospitalisation. Et donc, il faut qu'on puisse inciter les établissements à continuer à surveiller leurs patients jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés. On a un sujet sur les dépassements d'honoraires. Quand on parle de l'accès aux soins, on a 4,5 milliards d'euros de dépassements d'honoraires. C'est énorme. Et 3 médecins sur 4, 3 spécialistes sur 4 qui s'installent désormais en secteur 2. Et donc, il y a une mission parlementaire qui a été lancée sur le sujet. Et donc, nous attendrons évidemment les conclusions de cette mission parlementaire pour mettre en place ces recommandations. Mais en tout cas, ça fait partie de la volonté de l'assurance maladie que d'agir sur ce sujet. On a également dans le rapport, vous trouvez dans le rapport tout un passage sur les soins à domicile, les différents modes de prise en charge et donc des éléments de rappel sur ce qui a été proposé dans d'excellents rapports faits précédemment sur la prise en charge à domicile et la prise en charge de la dépendance, puisque le nombre de patients dépendants va augmenter très fortement dans les prochaines années. Et enfin, on a un dernier point dans cette partie-là sur lequel j'attire votre attention, c'est la chirurgie. Donc, on a besoin d'avancer, de passer une nouvelle étape sur l'accès de tous à une chirurgie d'excellence. On a beaucoup augmenté la chirurgie ambulatoire dans les années 2010. Elle stagne aujourd'hui à 64% et nos services ont évalué le potentiel de la chirurgie ambulatoire à 80%. Et on sait que la chirurgie ambulatoire, elle diminue énormément le risque de réhospitalisation et qu'elle améliore la qualité des soins. Par ailleurs, on a un sujet sur les seuils réglementaires de chirurgie. On a aujourd'hui 11% des interventions sur l'oncologie du sein qui sont faites dans des centres qui n'ont pas l'autorisation, qui ne respectent pas le seuil d'autorisation en termes de volume d'actes. Et donc, c'est quelque chose qui interpelle. Et donc, on invite évidemment à ce que le système de santé respecte les seuils réglementaires, les seuils minimums d'activité. Et enfin, on souhaite pouvoir accompagner les nouvelles pratiques, notamment la chirurgie hors bloc et la radiologie interventionnelle. Je poursuis très rapidement. On a une troisième partie sur la santé mentale avec des grands chiffres que vous connaissez. Donc, on apporte une pierre humble à cet édifice qui est évidemment extrêmement ambitieux. Donc, on intervient. Le rapport rappelle pas mal de choses qui ont été dites dans différents rapports. Deux propositions peut-être un peu nouvelles. Nous proposons de former 1 million de secouristes en santé mentale. Il y en a aujourd'hui 200 000 qui sont formés en France. C'est une expérimentation qu'on a beaucoup soutenue, qui fonctionne extrêmement bien et donc qui permet dans les universités, dans les entreprises, etc., d'avoir des personnes qui savent repérer les signaux faibles et intervenir de la manière la plus efficace possible auprès des personnes repérées. Sur la structure de la filière psychiatrique, vous dire que nous, l'assurance maladie, on est beaucoup en relation avec les médecins généralistes. Et donc, les médecins généralistes, c'est vrai qu'ils font face à cette vague de santé mentale, des burn-out, des gens qui ont des épisodes dépressifs légers ou moyens et devant lesquels ils ne savent pas quoi faire parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas aller en psychiatrie et donc l'objectif c'est qu'on arrive à armer le plus possible les médecins généralistes pour qu'ils aient des réponses à apporter. Donc il y a une des réponses qui est mon soutien psy qui a été lancé, qui fonctionne très bien et donc on souhaiterait pouvoir davantage l'étendre et l'ouvrir éventuellement à des patients plus sévères mais aussi développer la télé-expertise, en tout cas l'expertise que la psychiatrie peut apporter à la médecine générale, notamment via la télé-expertise, les équipes de soins spécialisées en santé mentale. Et dernière chose peut-être sur la santé mentale, on a pu analyser les endroits où il y a des SAMU-psy et des SAS-psy, c'est-à-dire une urgence en journée ou le soir psychiatrique, et ça fonctionne extrêmement bien. Et donc on propose aussi de généraliser cette pratique. Merci beaucoup, Marguerite. Je vais poursuivre derrière ces enjeux, évidemment, pathologie chronique. Il y a le sujet du système des affections de longue durée. D'abord,
partager avec vous que là aussi, on a essayé de faire avancer la connaissance sur ces sujets, puisqu'on est allé regarder comment les autres pays, finalement, traitaient ce sujet de la prise en charge des maladies chroniques. Est-ce qu'il y a des systèmes qui se rapprochent ou pas d'un dispositif médicalisé comme celui de l'ALD? Est-ce qu'il y a des systèmes plus qui limitent les restes à charge? Donc, vous verrez dans le rapport des monographies assez détaillées, des exemples italiens, belges, allemands, australiens. Un des éléments qui ressort assez fortement, c'est que ces différents dispositifs qui ont leur spécificité, ils ont un niveau de couverture de la population par ces systèmes dérogatoires qui est très nettement inférieur à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, on a 20% des patients en France qui sont couverts par une ALD, une couverture à 100%. Les systèmes dérogatoires qui existent en Belgique, c'est 12% de la population. En Allemagne, c'est moins de 5%. C'est un bouclier sanitaire. Et donc, l'analyse que nous portons en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur les projections à l'horizon 2035, c'est que ce système des affections de longue durée, qu'il faut à tout prix conserver. Et c'était un des cœurs du fonctionnement de l'assurance maladie, que de pouvoir prendre en charge à 100% les patients qui ont potentiellement des soins coûteux et qui peuvent avoir des restes à charge élevés sans couverture à 100%. Eh bien, il va continuer à couvrir toujours plus de personnes, puisque à l'horizon 2035, ce qui n'est pas si lointain, on aura 25% de la population, même 26, je crois, plus d'un quart de la population qui sera en affection de longue durée. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on peut mettre en discussion des évolutions de ce dispositif pour en préserver les fonctions protectrices tout en assurant sa soutenabilité. C'est évidemment un sujet sensible, et sachant qu'aujourd'hui, quelque part, l'entrée en ALD, elle se fait généralement trop tardivement, que la pathologie est installée, elle se fait dans une logique très administrative, on déclare l'ouverture à 100% et qu'on souhaite à la fois dynamiser, davantage médicaliser ce volet-là. C'est un certain nombre de propositions qui vous sont présentées ici, à la fois des propositions, toujours pareil, la même logique, et puis aussi des options que vous avez en gris. Si on peut passer à la slide sur ce sujet-là. C'est fait derrière, pardon, excusez-moi. Donc d'abord, premier volet, et pardon si on y insiste un tout petit peu de façon peut-être excessive, c'est quels que soient les débats qu'on peut avoir, les propositions qu'on peut faire sur l'organisation de la couverture entre assurance maladie obligatoire, complémentaire, patient. L'enjeu, c'est d'abord le parcours de soins. L'enjeu, c'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire, éviter que la pathologie chronique arrive, prendre en charge dans les meilleures qualités possibles cette pathologie. Ensuite, on a deux propositions qui font partie du rapport, qui sont en bleu. C'est avoir une gestion plus dynamique des entrées et des sorties. Plus dynamique des entrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de l'entrée en ALD un moment plus actif en termes de prévention, en termes d'accompagnement des patients, en termes d'activation de mon espace santé, en termes de dispositifs d'accompagnement que l'assurance maladie déploie, notamment aujourd'hui vis-à-vis des diabétiques et plus largement des patients ayant des maladies cardiovasculaires. C'est le dispositif SOFIA de dynamiser davantage ces volets-là. Et puis, c'est vrai aussi, avoir une gestion dynamique des sorties. Aujourd'hui, vous avez 300 à 400 000 personnes qui sortent déjà de l'ALD parce qu'ils sont guéris, parce que, heureusement, 87% des patients qui ont un cancer du sein en sortent guéris, si j'ose dire. Et donc, on pense que nous pouvons évaluer régulièrement la consommation de soins des personnes, avoir un dialogue avec le médecin traitant et le patient, réévaluer le bénéfice de l'ALD et évidemment, en cas malheureusement de rechute ou d'aggravation de la pathologie, le dispositif ALD aurait vocation à être de nouveau déclenché. C'est de finalement garantir que le dispositif existe, mais pour protéger les personnes qui ont des restes à charge importants. Et puis, s'agissant du panier de soins, ce qui est pris en charge à 100%, ce qui est encore une fois quelque chose qu'on veut absolument protéger, on pose la question d'un certain nombre de soins dont l'efficacité peut être débattue. Vous avez l'exemple qui fait un peu parler de lui des cures thermales. Il y a aussi des médicaments qui peut-être posent question. Donc, je précise que nous ne proposons pas de dérembourser les cures thermales, nous ne proposons pas de dérembourser les médicaments, mais nous interrogeons le maintien de cette prise en charge à 100% qui nous semble d'abord justifiée par des soins dont l'efficacité a été pleinement démontrée selon des processus qui existent pour l'ensemble du panier de soins financé par l'assurance maladie. Et puis la quatrième proposition qui est une option qui est en gris dans le support mais qui est importante, c'est qu'on propose de réfléchir à la création de ce qu'on a appelé un statut de risque
chroniques en amont de l'ALD. Je l'ai évoqué tout à l'heure, souvent, que ce soit pour du diabète, que ce soit de l'insuffisance cardiaque, l'entrée en ALD, elle arrive trop tard. Il faut en réalité, et c'est en lien avec ce que disait Marguerite tout à l'heure sur l'HTA, essayer d'identifier plus tôt des personnes qui sont en hypertension artérielle, qui sont obèses, et bien de pouvoir tout de suite les prendre en charge, leur proposer des parcours de prévention, un bilan diététique, un bilan d'activité physique, un financement de droit commun entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, et pouvoir, de ce point de vue-là aussi, recentrer le statut ALD, la prise en charge à 100%, quand le patient passe une étape de la maladie qui va l'exposer à des soins longs et coûteux. Voilà sur ce sujet des affections de longue durée. Le deuxième sujet qui est évidemment également sensible, c'est celui des arrêts de travail. Avec vous avez les chiffres qui sont rappelés ici. Malheureusement, je vais les commenter trop rapidement. Une accélération de la dynamique des arrêts de travail depuis 2019, en neutralisant évidemment les effets du Covid. On est passé, on a quasiment doublé, on a fait plus que doubler la dynamique annuelle entre 2010-2019, 2019-2023. 60% de cette augmentation, on sait l'expliquer par des facteurs économiques et démographiques. La population active augmente, elle vieillit, le SMIC augmente, les salaires augmentent, les IJ, les arrêts de travail, c'est indexé sur le SMIC, et donc c'est logique qu'il y ait une partie de cette augmentation qui se fasse. Mais il y a 40% de l'augmentation qui ne s'explique pas par des facteurs économiques et démographiques. Pourquoi à âge donné, la fréquence des arrêts de travail est plus importante? Pourquoi à âge donné, la durée de l'arrêt de travail est en moyenne plus importante? Est-ce que c'est la relation au travail? Est-ce que c'est la condition de vie au travail? Est-ce que c'est la santé au travail? Est-ce que c'est les risques psychosociaux? Est-ce que c'est les abus? Est-ce que c'est des arrêts de travail injustifiés? Sans doute tout ça à la fois, mais en tous les cas, sur une dépense qui augmente chaque année de plus d'1 milliard d'euros, la question de savoir comment on peut davantage la maîtriser se pose. De ce point de vue-là, on a amplifié nos travaux pour essayer de mieux comprendre, et pardon si je m'y arrête un tout petit peu, vous avez là un graphique qui explique l'augmentation des arrêts longs. Et contrairement à ce qu'on peut anticiper, imaginer, et ce qui se passe sur les soins, sur ce qui se passe sur les prestations de nature, ça ne sont pas les ALD qui expliquent l'augmentation des arrêts de travail longs. Puisque vous voyez, les ALD sont en gris et c'est quasiment flat, pour toujours être en bon français. Ce qui n'est pas flat du tout, c'est ce qu'on appelle l'ALD non exonérante, c'est-à-dire des situations de patients qui peuvent justifier de soins qui vont au-delà de 6 mois et qui ouvrent un droit spécifique à des arrêts de travail qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Et nous interrogeons ce dispositif, y compris parce qu'en réalité, il se traduit par des arrêts de travail prescrits de manière trop longue, avec un suivi médical et paramédical qui est souvent insuffisant. Vous avez l'exemple, par exemple, des personnes arrêtées en longue durée sans ALD. Je précise bien que c'est des personnes qui ne sont pas en ALD, mais pour des troubles musculo-squelettiques, avec un faible niveau de couverture par des soins de masseur-kiné ou des antalgiques, ce qui interroge sur la qualité du suivi, et donc des arrêts trop longs qui éloignent également les personnes d'un retour vers le marché du travail, vers l'entreprise, avec des risques forts de désinsertion professionnels. Et nous avons réalisé au début de l'année 2025 des contrôles sur ces arrêts de plus de 6 mois pour les personnes en ALD non exonérantes. Encore une fois, ils n'ont pas de 100%. Et bien dans plus d'un cas sur deux, le maintien de l'arrêt de travail n'était pas justifié. Donc soit reprise du travail, soit bascule en invalidité. Alors nous faisons un certain nombre de propositions, là encore dans le rapport, et pardon parce que comme c'est des sujets compliqués, je vais encore une fois aller trop rapidement. D'abord, pour partager le fait que nous ne traitons pas ce sujet uniquement comme une dépense. Parce que nous considérons aussi que les règles de droit sont à la fois trop peu lisibles, sont à la fois inéquitables selon que vous avez une ancienneté importante dans l'entreprise, selon que vous travaillez dans une grande entreprise ou pas. Vous savez que le niveau de couverture par votre branche, par votre entreprise, par votre complémentaire va être différent. Donc nous pensons qu'il faut réexaminer l'ensemble de ces règles dans le sens d'une meilleure équité au sein des entreprises. Il faut aussi renforcer des logiques de protection qui sont notamment permises par la subrogation des arrêts maternité et des arrêts maladie. Nous proposons de mieux encadrer les prescriptions des médecins, trop de prescriptions qui ont des durées qui sont très décalées par rapport au référentiel scientifique. Je prends un seul exemple, les troubles dépressifs mineurs, la recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'est 15 jours. Un nombre très important d'arrêts de travail en primo-prescription ou en renouvellement sont des arrêts de travail d'1 mois, 2 mois, 3 mois, qui ne sont pas cohérents au regard de la qualité de prise en charge des patients. Et puis nous avons
toute une série d'autres propositions, là, qui sont plutôt, là aussi, des options qui ne sont pas consensuelles au sein du Conseil. J'en cite notamment une, qui est celle d'essayer de réfléchir à une logique de bonus-malus, incitant les employeurs à finalement lutter contre l'absentéisme de courte durée. C'est quelque chose qui existe du côté de la branche accident du travail et maladie professionnelle. Vous savez que le système de cotisation est lié à votre niveau de sinistralité, alors selon la taille des entreprises. Il ne faut certainement pas faire exactement la même chose, mais est-ce qu'on va dans un système qui permet de valoriser les entreprises qui organisent par différents leviers, et on peut penser tout simplement à des sujets comme la vaccination contre la grippe qui vont limiter un absentéisme de courte durée, versus les entreprises. On fait déjà des actions d'accompagnement sur les entreprises qui ont des profils atypiques en matière d'arrêt de travail. Est-ce qu'il peut y avoir une logique de malus? C'est un sujet que nous proposons d'ouvrir au débat. Voilà, on poursuit pour aborder le troisième bloc. J'espère qu'on n'est pas trop long, Monsieur le Président, mais vous voyez, c'est assez dense, pour parler juste soin, juste prix. On va commencer par le juste prix, si j'ose dire, notamment sur le sujet médicaments. Tourner comme ça, c'est pas grave. Oui, donc tout d'abord sur le juste prix, le médicament, hein, qui est un sujet extrêmement important et notamment dans le fait d'arriver à avoir une trajectoire compatible avec une stabilité du système de santé. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est projeté, on est rentré dans une phase d'explosion de la dépense de médicaments depuis 2020 avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 4% par an depuis 2020, alors que sur la décennie précédente, décennie où on avait réussi à rétablir l'équilibre de la branche maladie, on avait un taux de croissance annuel moyen qui s'élevait à 0,6%. Donc on voit que sur le médicament, on est rentré dans une nouvelle ère, et donc on a dans le rapport des analyses poussées pour essayer de comprendre les sous-jacents de cette croissance. Donc évidemment, il y a le coût de l'innovation, et vous le voyez, c'est la courbe en jaune. C'est les médicaments qui apportent un service, une amélioration du service médical modérée ou forte, et donc c'est ce qu'on peut qualifier d'innovation. Et donc là, ces médicaments ont un prix qui ont largement augmenté, mais qui peut être lié notamment à leur apport thérapeutique. Par contre, ce qu'on montre également dans le rapport, c'est que des médicaments qui ont une amélioration du service médical rendu mineur ont eu aussi une très très forte augmentation de leur prix, puisqu'il est passé de 466 € par patient et par an à plus de 725 € par an par patient, donc une augmentation de 55% sur la période. Et entre 2021 et 2024, ces seuls médicaments ont connu une croissance de plus d'1 milliard d'euros de remboursement, et donc une très forte augmentation. On a également fait un focus pour montrer l'importance de la croissance de certains pans de la dépense de médicaments, avec notamment un focus sur l'oncologie. L'oncologie, c'est les dépenses en lien avec le cancer, c'est 27 milliards d'euros en 2023. Les médicaments à l'hôpital, c'est 6,3 milliards d'euros pour la prise en charge de l'oncologie. On a essayé de regarder 80 médicaments qui sont rentrés sur le marché entre 2016 et 2023, et on s'est rendu compte que la moitié de ces médicaments, 45%, des produits remboursés entre 2016 et 2023 n'apportaient pas de preuve d'efficacité en termes de survie globale ou de survie sans progression. Ils ont été ajoutés dans le panier, ils ont été mis au remboursement sans pour autant avoir des essais cliniques concluants en termes de survie globale ou en termes de survie sans progression. Et par ailleurs, pour les médicaments qui apportaient ce type de preuves, on s'est rendu compte qu'on avait une très forte hausse des dépenses en lien avec la survie globale et la survie sans progression, et on a eu une augmentation de 57% des dépenses de traitement par année de vie gagnée, donc une très forte hausse de cela. Et parallèlement, en termes de prise en charge des patients, l'accumulation du nombre de produits et notamment du nombre de lignes de traitement qui se sont accumulées, on a eu une escalade thérapeutique qui se fait parfois au détriment de la qualité de vie du patient et même de la prise en charge. Et donc, dans le rapport, on essaye d'avoir un équilibre par rapport dans nos conclusions et dans nos propositions, pour à la fois permettre l'accès à l'innovation, qui est une priorité pour l'assurance maladie, mais également avoir un juste prix du médicament qui permet de rétablir une trajectoire de la dépense de médicaments compatible avec la soutenabilité du système de santé. Donc on a des propositions en termes de baisse de tarifs, notamment des ASMR, donc des médicaments avec peu d'amélioration du service médical rendu 4 et 5, ce qu'on appelle 4 et 5. On a une proposition forte qui a été soutenue par le Conseil, et notamment le Conseil France Asso Santé soutient cette proposition, et donc c'est d'enrayer finalement le phénomène de payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt en oncologie.
Et donc, en effet, revoir la politique des tarifs excessifs sur les médicaments anticancéreux et réinterroger le remboursement de certains de ces médicaments. On a également tout un pan qui est dans les analyses classiques des rapports chargés produits sur la partie des biosimilaires. Donc c'est vrai que les biomédicaments sont des médicaments sur lesquels on a une explosion du chiffre d'affaires. C'était 6 milliards d'euros en 2017, c'est aujourd'hui 14 milliards d'euros de remboursement. Et donc on doit faire des biosimilaires qui sont les génériques des médicaments, des biomédicaments, les nouveaux génériques, en appliquant l'ensemble de la législation qui a été appliquée aux génériques, aux biosimilaires, pour pouvoir avoir la dépense la plus pertinente possible. Et enfin, une proposition qui est notamment portée avec Unicancer, c'est faire de la désescalade thérapeutique une priorité en lançant un large programme de financement des études de désescalade thérapeutique en lien avec les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent ces produits. Deuxième thématique sur les analyses qui ont été faites dans cette partie sur le juste soin au juste prix, ce sont les analyses sur la rentabilité économique du secteur de la santé et l'optimisation financière. Depuis 3 ans, l'assurance maladie porte le sujet de la financiarisation et propose des analyses originales sur ces sujets-là. Cette année, nous sommes allés encore plus loin en appariant les données du Système national des données de santé avec les données de la Direction générale des finances publiques pour avoir une vision claire de la rentabilité de certains secteurs de la santé. Et l'objectif, c'est de faire grandir cet observatoire. Et donc, nous avons notamment analysé les données de rentabilité des professions type audioprothésiste, biologie, dialyse, médecine nucléaire, radiologie, radiothérapie. Et on voit que dans ces secteurs, on a des niveaux de rentabilité qui interrogent face à un niveau de financement très élevé par la solidarité nationale. Et donc, ce que nous proposons sur les quelques propositions, une sélection de propositions sur ce sujet-là, c'est tout d'abord d'ajuster les tarifs en fonction des niveaux de rentabilité qui ont été prouvés et d'avoir une plus grande réactivité dans l'ajustement des tarifs à partir de ces niveaux de rentabilité. Et puis également d'établir une transparence totale sur la composition de l'offre de soins. Nous avons besoin, pour mener ces analyses, d'avoir une déclaration d'appartenance à des groupes, puisqu'aujourd'hui, on identifie les personnes à qui nous remboursons des soins, mais nous ne savons pas toujours leur appartenance à certains groupes. Et donc, pour avoir une vision globale de la rentabilité de ces acteurs, nous avons besoin d'avoir une cartographie claire. Et nous proposons également, c'était une proposition qui figurait dans le rapport il y a 2 ans, de rattacher un observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement auprès de l'assurance maladie, puisque nous sommes dotés des données qui permettent de faire ces analyses. Et donc, nous sommes mis en capacité d'accueillir cet observatoire avec l'ensemble des acteurs qui pourraient être impliqués dans la sphère publique et privée notamment. On poursuit, on a presque fini. Alors, je vais le faire, je vais regrouper les 2 parties suivantes pour aller plus vite. On a une partie sur le mésusage du système de santé et une partie sur la fraude au système de santé, avec des chiffres que vous connaissez, que vous retrouverez dans le rapport en termes de gaspillage, de redondance des actes, de lutte contre la fraude. L'assurance maladie, elle propose d'organiser une réponse, j'allais dire, autour de 3 thématiques. La première thématique, c'est la transparence. Et donc d'avoir une sensibilisation à la fois des assurés et des professionnels au coût de la santé. Qu'on puisse avoir une fois par an le compte-rendu de ce que l'assurance maladie a investi pour vous en matière de santé, que les professionnels aient la possibilité de savoir aussi où est-ce qu'ils se situent par rapport à leurs pairs en matière de prescription et de coûts induits pour le système de santé. Et par ailleurs, c'est aussi un moyen de lutter contre la fraude, puisque si on permet aux assurés de recevoir des notifications à chaque fois qu'ils ont un remboursement, ça leur permet aussi d'identifier éventuellement des pratiques frauduleuses de la part de professionnels de santé, des faux actes. La deuxième chose, c'est le numérique. Thomas Fatome a insisté sur le sujet parce qu'il est vraiment crucial. On est rentré dans l'ère de l'IA. L'assurance maladie travaille avec de l'IA sur la détection de la fraude. On a équipé également un certain nombre de professionnels de santé. Et plus généralement, vous avez une révolution aujourd'hui dans les logiciels d'aide à la prescription, les logiciels d'aide à la délivrance, etc. On a, avec l'IA, avec la montée du numérique, la possibilité d'être bien meilleur
meilleur sur le juste produit au juste moment et la lutte contre la fraude. Et donc, on propose vraiment d'accélérer sur la partie numérique et la partie IA, faire en sorte que tout le système de santé soit correctement équipé. Et puis, on a vraiment des outils qui vont être très, très prometteurs dans les années qui viennent. On a notamment l'ordonnance numérique, qui est une ordonnance infalsifiable, puisqu'elle a un QR code. Et puis la dernière chose, c'est le fait d'être plus ferme en matière de lutte contre la fraude. Et donc, l'assurance maladie propose un certain nombre de mesures qui sont à la fois préventives et coercitives, notamment, donc vous avez vu qu'on avait lancé une campagne sur la carte vitale en pharmacie. L'objectif, c'est qu'on puisse mettre en place une mesure de type pas de tiers payant s'il n'y a pas de carte vitale. On a vu une explosion des délivrances de médicaments et plus généralement des actes sans qu'il y ait de carte vitale. Et donc voilà, la carte vitale, ça reste la porte d'entrée pour l'assurance maladie. Et donc, on propose de conditionner la carte vitale au fait d'avoir, le tiers payant au fait d'avoir sa carte vitale. Et puis également d'avoir un certain nombre de mesures contre parce que c'est toujours pareil, la fraude, c'est très peu de personnes qui concentrent l'essentiel du risque. Et donc, d'empêcher la récidive, que ce soit des professionnels de santé qui sont aujourd'hui reconventionnés trop facilement, ou de la part des quelques usagers qui font du nomadisme médical, et donc qu'on puisse avoir un certain nombre de leviers à notre main pour pouvoir suivre ces acteurs. Merci beaucoup. On a presque fini. On arrive à la dernière partie sur la trajectoire pluriannuelle. Grégoire, on va peut-être aller directement à la slide 37, si c'est toi qui... Ouais. Merci beaucoup. Simplement, on a essayé de construire donc une trajectoire pluriannuelle à l'horizon 2030 en prenant deux ancres, si j'ose dire, relativement simples. La première, c'est de considérer qu'on connaît un déficit inédit. On dépense déjà beaucoup pour notre santé et l'assurance maladie. Cette dépense, vous l'avez vu, elle n'est pas toujours très efficace. Et donc, il nous paraît logique de piloter les dépenses d'assurance maladie, au moins pour les 5 prochaines années, au même rythme que le PIB, c'est-à-dire au même rythme que l'évolution de la richesse nationale. C'est ce qui s'est fait dans la décennie 2010. C'est un des éléments qui a permis de revenir à l'équilibre. Le taux de la part des dépenses d'assurance maladie dans le PIB en 2010 et en 2019 quasiment équivalente, de 8,2%. On propose que dans les 5 prochaines années, l'évolution de l'ONDAM soit identique à l'évolution du PIB. Je parle du PIB en valeur, l'ONDAM on est évidemment en valeur. Ça c'est la première ancre. La deuxième ancre, mais je vais revenir après sur ce volet-là. La deuxième ancre, c'est de faire la même chose pour les recettes. Marguerite Cazeneuve l'évoquait tout à l'heure. En réalité, c'est un peu contre-intuitif, mais nos recettes vont un peu moins vite que le PIB, notamment du fait du poids des taxes comportementales et d'autres assiettes qui vont un peu moins vite que la richesse nationale. Donc on propose qu'il y ait un abondement de recettes vers l'assurance maladie qui permette de garantir que nos recettes aillent au même rythme que le PIB. Ça donne les grandes masses financières que vous avez là, 2,5 milliards d'euros en termes de recettes pour qu'elles évoluent au même rythme que la richesse nationale, et 22,5 milliards d'euros en matière d'économie, 19,5 milliards d'euros qui sont en fait la traduction chiffrée de l'ensemble des propositions qu'on met sur la table à l'horizon de 2030. Donc vous voyez, augmentation des rendements de lutte contre la fraude, meilleure maîtrise des arrêts de travail, meilleure lutte contre les phénomènes de rente, un prix du médicament mieux maîtrisé, une prévention aussi. Vous verrez, 500 millions d'euros à l'horizon 2030, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais on sait que c'est un investissement qu'il faut faire maintenant plus fortement pour que petit à petit, au fur et à mesure des générations qui arrivent, il y ait plus de vaccination, il y ait plus de dépistage, donc il y ait moins de cancer, il y ait moins de personnes obèses, donc il y ait moins de diabète, et on sait que ça monte en charge doucement en matière de retour sur investissement. Et puis, pour participer à cette dépense de santé qui irait au même rythme que le PIB, des dépenses d'assurance maladie, pardon, on propose de stabiliser la part de l'assurance maladie obligatoire dans les dépenses de santé à 80%. Ce qui est un taux élevé, qui est un engagement de maintenir un niveau de couverture élevé, mais de le stabiliser à hauteur de 80%, ce qui représente 3 milliards d'euros. Au passage, Grégoire, si on peut juste aller à la slide d'avant, non, même celle d'avant, pour simplement, je ne voulais pas qu'on oublie des propositions qui touchent notamment à nos amis des complémentaires santé. D'abord, on propose que cette logique de stabilisation à 80%, elle soit discutée de manière pluriannuelle avec l'ensemble des parties prenantes, financeurs,
assurance maladie complémentaire et l'ensemble des intervenants autour de la prise en charge des soins. On propose aussi qu'on poursuive, voire qu'on amplifie les efforts autour de la complémentaire santé solidaire, notamment en faisant que le plafond soit rehaussé pour qu'il ne soit pas en dessous du seuil de pauvreté. Et puis on propose 2 séries de mesures qui sont en lien avec la couverture complémentaire. D'une part, revoir le périmètre des contrats responsables. C'est une discussion que l'État a engagée pour alléger peut-être le cahier des charges de ces contrats qui parfois poussent à des dépenses. On pense à des renouvellements des lunettes. Et puis, quand on regarde le marché des complémentaires, on voit qu'en réalité, on a très peu de complémentaires santé qui sont purement responsables, je dis bien strictement responsables, qui ne rajoutent pas un certain nombre de choses qui peuvent être utiles si les personnes le souhaitent, mais qu'elles ne sont pas toujours extrêmement guidées vers un contrat qui est strictement, purement responsable. On a appelé ça le contrat socle. Et il y a des bonnes chances qu'il soit moins cher qu'un contrat qui soit au-delà du contrat responsable et qui pourrait participer aussi d'un accès renforcé, facilité à la complémentaire santé. 22,5 milliards d'euros à l'horizon 2030, ça veut dire des marches annuelles évidemment significatives en termes d'économie. On n'a surtout pas, et là évidemment je vais être clair avec la Commission des affaires sociales, la prétention de construire l'ONDAM, si on peut revenir à la marche 2026. On propose au gouvernement et au Parlement un ensemble de mesures. Elles sont d'un montant assez significatif, 3,9 milliards d'euros à l'horizon 2026. C'est nettement plus que les propositions que nous faisons d'habitude, mais la situation financière le justifie. Donc c'est la première marche du cadrage général que j'ai évoqué, et vous retrouverez donc les items que j'ai rapidement présentés à l'horizon 2030. Et je termine peut-être par le point le plus délicat, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, vous m'en excuserez, sur lequel nous n'avons pas souhaité, en lien avec le Conseil d'ailleurs, nous positionner. C'est que, vous l'avez, je pense, mesuré, si on tient nos dépenses au même rythme que le PIB, si on tient nos recettes au même rythme que le PIB, ça veut dire qu'on stoppe la dégradation du déficit. Ça veut dire qu'il n'y a plus chaque année 5 milliards de déficit en plus, mais évidemment, on ne résout pas le stock. Donc ça veut dire qu'on resterait un déficit de l'ordre de 15 à 16 milliards d'euros. Et donc, comment on fait plus pour véritablement revenir vers l'équilibre de l'assurance maladie? Est-ce qu'il faut faire un effort supplémentaire en dépenses au-delà d'un ONDAM qui va comme le PIB? Il y a des arguments qui peuvent soutenir cette idée. Est-ce qu'il faut aller au-delà plutôt en utilisant le levier des recettes? Il y a aussi des arguments qui peuvent le justifier. On a simplement essayé d'aider là aussi, si j'ose dire, l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, le Parlement, l'ensemble des partenaires sociaux au sens large, à s'emparer de ce débat pour voir comment, au-delà de mettre un arrêt décisif, je dirais, à la dégradation du déficit de l'assurance maladie, comment on va au-delà pour résoudre le problème du stock de déficit. Voilà, Monsieur le Président, on a essayé, encore une fois, de construire un ensemble de propositions qu'on a essayé d'être cohérentes entre les 3 blocs et un certain nombre d'options aussi qu'on soumet au débat public et on peut imaginer sous votre contrôle, bien sûr, au niveau de la représentation nationale. Thomas Fatome qui détaille les pistes de l'assurance maladie pour sauver ce système qui connaît à nouveau des difficultés financières majeures et dont le déficit semble s'inscrire dans la durée selon les prévisions du gouvernement. La parole est maintenant aux députés qui ont beaucoup de sujets de questions. La séance est reprise. À tout à l'heure. Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale adjointe, Monsieur l'adjoint, merci pour votre présence cet après-midi. Votre présentation de presque 1 heure fait débat. Elle s'inscrit dans un contexte particulier cette année, marqué par la publication de l'avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie et du déclenchement des mesures de correction auxquelles vos services ont d'ailleurs contribué en proposant, comme le prévoient les dispositions légales, une série de mesures correctives afin de tenir la trajectoire fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Vous me permettrez donc de déborder légèrement du champ de votre rapport stricto sensu pour évoquer certaines des mesures de correction prises dans la foulée de l'avis du comité d'alerte. Dans votre rapport, vous approfondissez le constat relatif au poids des pathologies chroniques dans l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Ainsi, la hausse de l'ONDAM est due à 71% au développement des pathologies chroniques, dont la prévalence s'explique à 55% par le vieillissement de la population. Dans le même temps, vous indiquez que la stricte stabilisation du déficit de la branche maladie, et non sa résorption, implique une économie de 5 milliards d'euros par an entre 2026 et 2030. Votre rapport propose donc une série de recommandations permettant de générer 3,9 milliards d'euros d'économies pour la seule année 2026. Le temps me manque pour entrer dans le détail. Aussi focaliserai-je mon intervention sur quelques points saillants. S'agissant de la prévention, vous êtes favorable à l'organisation d'un dépistage systématique de l'hypertension artérielle ouvert aux pharmaciens. Très concrètement, est-ce que cela passera par une disposition au prochain PLFSS ? Concernant le parcours de soins et la qualité de prise en charge,
vous appelez à réformer le système des indemnités journalières pour arrêt de maladie. Très concrètement, quelles mesures vous travaillez avec le gouvernement pour le prochain PLFSS? Dit autrement, quelles hypothèses sous-tendent les 2 milliards ciblés en 2030 et les 300 millions en 2026? Pour ce qui relève du médicament, vous proposez par exemple d'ajuster la tarification des médicaments anticancéreux au niveau de preuves issues des essais thérapeutiques. Pouvez-vous en détailler le mécanisme? Vous attirez l'attention sur le développement des médicaments biosimilaires et génériques. Vous estimez que des économies pourraient être générées par un développement des biosimilaires si des mesures complémentaires sont prises, telles que le développement d'un système restreignant le bénéfice du tiers payant aux usagers acceptant la substitution. Or, Monsieur le Directeur Général, cela fait écho aux mesures inquiétantes pour l'avenir du maillage officinal. Vous le savez, l'arrêté du 6 mai 2025, qui fixait le taux plafond de remise commerciale sur les médicaments génériques à 40%, a pris fin le 1er juillet, laissant la profession dans une situation d'incertitude majeure. Ces dernières années, les pharmaciens ont pourtant été pleinement mobilisés pour promouvoir la substitution dans une logique d'économie pour l'assurance maladie. Une baisse brutale du taux plafond sans compensation proportionnée serait contradictoire avec cette stratégie nationale et reviendrait à désavouer l'engagement des officines. Il est question en parallèle de la baisse du taux plafond sur les génériques d'instaurer un taux de remise encadré pour les médicaments hybrides et biosimilaires substituables. Cette perspective soulève plusieurs interrogations majeures, restées à ce jour sans réponse. Ce nouveau plafond permettra-t-il une compensation financière réelle et équivalente pour les officines? Le modèle d'incitation associé sera-t-il aussi structurant que celui mis en place pour les génériques? Et comment prendra-t-on en compte les différences structurelles entre ces catégories de médicaments, notamment la faible diffusion des biosimilaires en ville, leur concentration autour des établissements hospitaliers ou encore leur quasi-absence dans de nombreuses zones rurales? Faute de garantie sur ces points, et je vais être clair, la profession redoute des fermetures d'officines et des suppressions d'emplois dans nos territoires, alors même que ces missions ne cessent de s'élargir. Les remises sur les génériques constituent en effet un levier économique indispensable pour maintenir l'équilibre financier des officines. Dans une logique mutuellement bénéfique, ces remises soutiennent l'économie du médicament générique, vertueux pour les comptes publics et stimulent l'activité des officines sur les produits à faible rendement. Aussi me paraît-il indispensable de procéder à une étude d'impact microéconomique complète, analysant les effets différenciés selon la taille, l'implantation géographique et la structure de chiffre d'affaires des officines. Avant que celle-ci ne soit réalisée, moi j'ai demandé solennellement au gouvernement de surseoir à toute décision. Je m'interroge aussi sur la question de la financiarisation de certains secteurs. C'est un sujet qui peut tous nous rassembler ici. Sur ce sujet, vous proposez de baisser les tarifs dans les secteurs à très haut niveau de rentabilité, d'instaurer un mécanisme de régulation sectorielle inspiré de la clause de sauvegarde du médicament et d'imposer aux sociétés d'exercice libéral une transparence accrue. Avez-vous déjà travaillé sur ce à quoi pourrait ressembler cette clause de sauvegarde pour ces secteurs avec une étude d'impact? Certaines de ces mesures, comme la proposition 30 sur les règles de gouvernance des SEL, relèvent probablement pas des lois de financement de la sécurité sociale. Avez-vous évoqué avec le gouvernement la possibilité d'un texte de loi sur ce sujet et serons-nous saisis avant même le PLFSS? Vous n'abordez pas les excès de la télémédecine. On a participé, Monsieur le Président, à des réunions dans le cadre des assises que vous avez lancées. N'appelez-vous pas des mesures de régulation au prochain PLFSS pour y remédier? Quel volume d'économie visez-vous à court terme 2026 et à moyen terme 2030 sur ces seuls leviers de rente? J'achèverai enfin mon intervention en revenant brièvement sur les mesures visant à corriger le dépassement anticipé de l'ONDAM pour 2025. Vous savez, comme nous tous ici, que malgré son caractère automatique, le report des revalorisations tarifaires a été vécu par les professionnels de santé libéraux concernés comme la violation des engagements pris par l'assurance maladie. Quelles seront, d'après vous, les conséquences de cette situation sur les futures négociations conventionnelles que vous aurez à mener et par effet de domino sur la capacité de l'assurance maladie à faire participer les professionnels à la transformation de notre système de santé dont on a tant besoin et à la régulation des coûts? Et quel serait le nouveau calendrier d'application des mesures signées? Voilà de nombreuses questions, j'en aurai d'autres, mais je m'arrête là, pour lesquelles j'attends des réponses de votre part. Très bien. Peut-être je vais vous donner la parole tout de suite, parce que les questions étaient nombreuses, avant de laisser la parole aux orateurs de groupe.
Alors allez-y. Merci beaucoup, À deux voix. le rapporteur général à deux voix, ou même 2 voix et demie. De manière la plus rapide possible. Sur prévention HTA pharmacien, oui, sans doute, mais nous travaillons avec les services du ministère et on veut aussi travailler avec les pharmaciens. C'est des acteurs, vous le savez, des politiques de santé publique depuis de nombreuses années, mais encore plus ces dernières années sur l'utilisation des tests rapides, sur la vaccination. Et donc, comment on fait évoluer les compétences, notamment des pharmaciens, pour qu'ils soient des acteurs de cette prévention sur l'HTA. Ça doit faire l'objet de mesures législatives et réglementaires. Sur les arrêts de travail, combien d'économies, comment on fait les économies en mobilisant les leviers qui sont dans le rapport, et notamment une meilleure maîtrise des durées de prescription, et notamment une évolution du dispositif spécifique autour des ALD non exonérantes que j'ai rapidement expliqué tout à l'heure, pour faire qu'on ait un dispositif d'arrêt de travail qui soit moins susceptible de créer de la désinsertion professionnelle. On pense qu'on peut faire des économies dès 2026 et 2 milliards d'euros à hauteur de 2030, mais c'est l'ensemble des leviers d'action sur les comportements des assurés, des prescripteurs, des entreprises qui vont permettre de modérer la dépense d'arrêt de travail. Il y a un certain nombre de mesures. Vous savez aussi qu'on fait des contrôles sur les prescripteurs atypiques en matière d'arrêt de travail. On va dans les entreprises qui, là aussi, ont des profils atypiques. Donc, c'est l'ensemble de ces leviers déjà existants et qui peuvent être enrichis par les propositions du rapport. Je laisserai Marguerite évoquer le sujet des rentes et le sujet de la télémédecine. Sur les pharmacies, d'abord, partager avec vous que, notamment grâce au Parlement, grâce à la loi de financement qui a permis, aux lois de financement successives, qui ont permis d'élargir le champ d'intervention des pharmaciens pour substituer des médicaments biosimilaires, on voit, et on l'a regardé encore ce matin, des courbes extrêmement intéressantes de progression des médicaments similaires. Donc la mobilisation des pharmaciens, elle est en train de se faire. On pense qu'elle peut s'appuyer, comme ça a été le cas sur le générique, sur des dispositifs tiers payants contre générique. C'est ce qui a contribué aussi à faire décoller dans la durée le générique, et donc ça peut se faire sur les biosimilaires. Ça peut se faire aussi, et c'est le sens de la proposition que le gouvernement a mise sur la table, en tout cas c'est comme ça que je la comprends, d'avoir un système de remise qui n'existe pas aujourd'hui sur les biosimilaires, qui permettent d'inciter aussi les pharmaciens à davantage encore utiliser, délivrer, substituer des médicaments biosimilaires. Il y a une discussion qui s'est engagée il y a quelques toutes petites semaines sur ce sujet-là, en lien avec l'évolution du plafond des médicaments génériques que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur général. Je ne doute pas qu'il y ait un chemin de négociation qui puisse aboutir rapidement. En tout cas, c'est le souhait de l'assurance maladie, mais je sais que les services des ministères y travaillent pour aboutir à un cadre qui permette de concilier des exigences d'économie. On en a besoin aussi en 2025, en lien avec la réponse au comité d'alerte, avec un cadre pluriannuel financier lisible pour les pharmaciens sur le générique et sur les biosimilaires. Vous savez par ailleurs qu'on a signé un avenant l'année dernière avec les pharmaciens qui prévoit d'accompagner les pharmacies fragiles dans les zones fragiles et qu'on est en train de déployer. C'est une réponse importante. Juste avant de passer la parole à Marguerite, un mot sur les futures négociations et l'impact sur le décalage des revalorisations du 1er juillet. Premièrement, on se le redit, pardon de le dire comme ça, c'est un dispositif quasi automatique qui est prévu par les textes. Alerte, déclenchement des procédures, décalage au 1er janvier. Ça n'est pas une suppression de ces revalorisations, c'est un décalage de 6 mois. C'est un décalage évidemment mal vécu par les professionnels de santé et je le comprends parfaitement bien. J'ai pu échanger avec différents représentants des professions, notamment des kinés et des médecins. C'est un décalage à l'horizon de 6 mois. Je regrette aussi, je le dis très clairement, malheureusement la décision d'un certain nombre de syndicats de se retirer d'un certain nombre de négociations à leur initiative. Je pense notamment aux maisons de santé pluriprofessionnelles pour lesquelles nous allons être obligés de suspendre les négociations parce que nous n'aurons plus en face de nous, du côté de la profession médicale et des kinés, de parties prenantes à cette discussion. Je le regrette parce que ça sera forcément des délais supplémentaires pour une négociation qui est attendue par les professionnels de santé qui exercent dans les maisons de santé. Nous sommes disponibles pour négocier demain matin, mais si évidemment on n'a plus de syndicats de médecins en face de nous pour faire avancer cette négociation, ça sera plus compliqué. Pour autant, et ça je veux le redire très clairement, pour nous, la négociation conventionnelle reste un pilier majeur de la relation avec les professionnels de santé. Le comité d'alerte n'a quand même pas vocation à se déclencher de manière très régulière, 2 fois en 20 ans, et pas plus tard qu'avant-hier, nous avons engagé la négociation, je pense que cette commission l'attend, avec les infirmiers libéraux, avec les 3 syndicats, et donc nous allons cheminer. Nous travaillons aussi avec les centres de santé dans une négociation aussi qui est très attendue, je pense, par un certain nombre d'acteurs sur le territoire, et donc nous continuons à croire à ce pacte conventionnel. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de trahison, il y a simplement un mécanisme qui reporte les revalorisations au 1er janvier.
Peut-être très rapidement sur la télémédecine. Donc on sort là d'une phase de très forte régulation pendant 3 ans de la télémédecine. Depuis le 1er juillet, toutes les sociétés de téléconsultation sont obligées de facturer en tant que société de téléconsultation, ce qui va nous permettre de suivre leur activité, de vérifier qu'elles respectent le seuil des 20%, la limite de 3 jours d'arrêt de travail, etc. Donc à partir du 1er juillet, là, les agréments sont délivrés, donc on pourra avoir un suivi. La Haute Autorité de Santé a été saisie sur la prescription d'antibiotiques en téléconsultation, et l'objectif, c'est que dans le cadre des assises que nous avons lancées, nous puissions y ait un atelier réservé à la lutte contre le mésusage. Et donc voilà, en tout cas, on s'est quand même vraiment donné les moyens ces dernières années de pouvoir encadrer la télémédecine. Et donc voilà, on a pour l'instant on a désormais pas mal d'outils pour nous qui nous permettront en tout cas de prévenir la fraude ou le mésusage. Sur la financiarisation, la manière dont ça a été calculé, en tout cas sur les rentes et les surrentes économiques, on a engagé on a compté dans les économies évidemment ce qu'on avait déjà nous signé avec les biologistes, ce qu'on est en train de négocier en matière d'imagerie, et ensuite on est parti d'une hypothèse de BE sur CA, j'allais dire capé à 10%, mais ça ne relèvera pas. Enfin, voilà, c'était pour faire nos calculs. On a aussi travaillé sur les différents mécanismes de régulation qui pourraient être mis en place, notamment le fait d'avoir un partage de gains au-dessus d'un seuil de rentabilité. Donc, on a, nous, travaillé à des hypothèses, j'allais dire, en chambre de ce que pourrait être le mécanisme. Après, il n'y a pas de... Voilà, ça reste une disposition très forte, très nouvelle, sur laquelle il faut, le cas échéant, qu'on soit sollicité, puisque, évidemment, tout ça est d'ordre législatif. Que fait votre direction de la stratégie alors que vous semblez découvrir l'importance de la prévention? Que fait votre direction de la gestion des risques quand le rapport de certification 2025 pointe de gravissimes manquements sur chaque branche, impactant évidemment la sincérité des comptes? Que fait votre mission nationale de recours contre tiers et celle de la comptabilité de trésorerie quand au 31 décembre 2024, ce sont près de 25 milliards qui n'ont pas été recouvrés? Que fait votre direction de contrôle et de lutte contre les fraudes qui recouvre seulement 628 millions sur les 10 milliards détectés depuis 15 ans déjà? Que fait votre direction déléguée du système d'information quand tous les rapports montrent la défaillance, voire l'absence totale, comme sur la branche autonomie, des contrôles internes et la multiplicité des logiciels, tous plus inopérants les uns que les autres? Pourtant, vous avez signé avec le gouvernement une convention d'objectifs de gestion 23-27 qui vous obligeait à développer en urgence tous les points que je viens de citer, bien plus encore. Vous avez donc, semble-t-il, largement manqué à votre mission dans une longue continuité de politique erratique de la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le credo est manifestement de raboter les revenus de tous les acteurs du système d'offres, quitte à renier la parole conventionnelle, et par là même, semble-t-il aussi, entretenir les déserts médicaux préjudiciables. Alors ma deuxième question, Monsieur le Directeur général, comment prendre la mesure de votre mission? Je vous remercie. Alors ensuite, c'est M. Rousset pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Au nom de mon groupe Ensemble pour la République, je tiens à vous remercier, Monsieur le Directeur général et Madame la Directrice déléguée, pour vos propos et vos propositions. Nous en partageons largement les constats, notamment sur la financiarisation du système de santé, les rentes, les indemnités journalières et la nécessaire réforme du régime des affections de longue durée, proposition que nous soutenions déjà lors du dernier PLFSS. Merci également pour l'attention portée aux travaux que nous menons avec mon collègue Yannick Monnet sur les dépassements d'honoraires. Et par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur les transports sanitaires en zone rurale. Par exemple, en Aveyron, les patients sont parfois plus proches de Toulouse ou d'Albi, mais les prescriptions les orientent vers Montpellier, dépassant la limite des 150 km, imposant alors un accord préalable, avec un délai pouvant aller jusqu'à 15 jours. Cela entraîne des pratiques coûteuses et dénuées de bon sens. Quelles mesures envisagez-vous pour que ces prescriptions tiennent compte de la réalité géographique du patient? Ensuite, sur la radiothérapie, nous interrogions le gouvernement le 25 juin qui nous assurait que la réforme du financement de la radiothérapie s'appliquerait dès octobre. Nous en avons récemment appris avec étonnement que la réforme ne s'appliquerait d'abord qu'aux établissements publics et aux centres de lutte contre le cancer. Une des raisons évoquées par la CNAM serait que la CNAM ne serait pas prête. On parle de forfaitisation depuis plus de 10 ans. Pouvez-vous nous préciser pourquoi le choix a été fait d'écarter l'activité libérale?
Enfin, sur la financiarisation, chacun ici partage l'idée que l'assurance maladie ne doit pas servir à financer des rentes. On peut douter de la proposition numéro 32, consistant à baisser les tarifs dès lors qu'on augmente les volumes. Cela encouragera plutôt la financiarisation. L'exemple de la profession vétérinaire ne semble pas évoqué dans le rapport. Dans quelle mesure avez-vous étudié l'option consistant à renforcer le principe d'indépendance des professionnels afin d'éviter des phénomènes de financiarisation? Cela pourrait-il s'appliquer à tous les secteurs? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Amiot, pour le groupe LFI. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, vous nous présentez le rapport charges et produits de la CNAM. Sans surprise, après le passage en force d'un budget de l'assurance maladie ultra-austéritaire, votre rapport pointe les manques de recettes. Les exonérations représentant plus de 39 milliards pour la branche maladie. Autant de recettes en moins pour étoffer votre fameux trou de la Sécu, puisque le gouvernement ne prévoit pas de réintégrer ces cotisations. Avec ce rapport, en fait, vous préparez sur tout le terrain pour la loi de finances 2026. Pour expliquer la croissance des indemnités journalières, vous retenez un phénomène principal, la fraude aux arrêts maladie. Les travailleurs seraient donc des fainéants et les médecins complaisants. Mais bizarrement, vous ne courez pas derrière les employeurs qui provoquent les burn-out ou sous-déclarent les accidents de travail. Pour lutter contre ces dits fraudeurs, vous envisagez notamment le contrôle de l'activité des médecins par des logiciels médicaux d'aide à la prescription. Pour ces logiciels, est-ce encore l'entreprise Soprasteria qui sera sollicitée? Quand on sait le naufrage que sont les logiciels Louvois pour l'armée, Arpège pour la CPAM, je m'inquiète. Car depuis 2024, octobre 2024, des milliers de personnes ne touchent plus leurs indemnités journalières. Privés de tout revenu, ces assurés doivent aujourd'hui assigner la CPAM de Loire-Atlantique en référé. Pourtant, vous refusez toujours la suspension de ce logiciel défaillant. Finalement, vous avez trouvé là le bon moyen de faire des économies. Quels sont vos rapports avec Soprasteria, le développeur du logiciel, qui ne fait aujourd'hui, à notre connaissance, l'objet d'aucune sanction financière malgré ses déboires? Ce rapport et votre inconséquence vis-à-vis de la gestion du logiciel Arpège annonce la couleur des débats à venir pour le PLFSS. Collègues de gauche, soyez au rendez-vous. En tout cas, à la France Insoumise, nous le serons. Merci beaucoup. Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Moi, je fais partie des lecteurs assidus de charges et produits depuis des années. Et je veux le dire ici sans flagornerie, c'est un document utile que vous nous avez livré. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tous les cas, dans l'aide à la décision, je trouve que vous êtes au rendez-vous, comme d'ailleurs les trois rapports des trois hauts conseils, du HCAM et du financement de la protection sociale et HFEA, notamment sur le volet recettes. Et avant de m'adresser à vous, je voudrais surtout nous adresser à nous collectivement, au sein de cette commission des affaires sociales, dans le prolongement de ce qu'a dit d'ailleurs des questions tout à l'heure de Thibault Bazin. Comment on fait pour préparer ce PLFSS? Est-ce qu'on attend de découvrir, après les annonces le 15 juillet du Premier ministre, ou d'un texte qui sera en Conseil des ministres le 7 octobre, savoir laquelle des mesures a été retenue dans les mesures en lettres pour savoir si telle ou telle figure? Ou est-ce que nous sommes, nous, en capacité, puisqu'au final, c'est nous qui allons devoir voter ou pas ce PLFSS, être force de proposition pour voir si nous sommes capables de produire des éléments de convergence ici, dans cette commission des affaires sociales, plutôt que d'être dans l'entonnoir de la réaction des dispositions qui nous être proposées. Je pense que méthodologiquement, Monsieur le Président, c'est crucial. On ne peut pas avoir ce matériau-là et attendre les bras ballants que le gouvernement fasse des arbitrages sur lesquels nous ne pourrons que peser à la marge, notamment pour toutes celles des propositions, pour beaucoup stimulantes et intéressantes qui y figurent, mais qu'on ne pourra pas débattre si jamais le gouvernement, dans ses propres arbitrages, ne les a pas retenus. Et comme à notre connaissance, il n'y a pas de calendrier de discussion, de concertation entre le 15 juillet et le 7 octobre sur le contenu de ces PLFSS, je nous abjure collectivement, en fait, non pas de rédiger un PLFSS, c'est une prérogative gouvernementale, mais de commencer à identifier celles des mesures sur lesquelles nous pourrions travailler. Malheureusement, j'ai cramé mes 2 minutes sur cet aspect méthodologique. J'aurais plein de questions, mais certaines avaient été posées. Mais voilà, maintenant, c'était passionnant, cette audition. Mais la responsabilité, c'est est-ce que nous, on est capable d'identifier? On aura des désaccords en notre sein. Mais faisons le travail ici en amont avant de le faire dans une CMP, dans un entonnoir très fâcheux. Donc voilà, pardon, c'est ce que je voulais vous dire, parce que c'est stimulant ce qui figure là, quels que soient les accords ou les désaccords. Très bien, merci beaucoup, mais on répondra à la question. Sylvie Bonnet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues.
Dans votre rapport, j'ai été interpellée par la dépense de santé moyenne d'un patient en affection longue durée qui atteint 9 560 € par an, contre 1 230 € pour les patients qui ne sont pas en ALD. Si on ne fait rien, le déficit de l'assurance maladie pourrait se creuser de 25 milliards supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre un niveau critique de 41 milliards d'euros. Vous avez rappelé que le virage préventif s'impose car les projections montrent que près de la moitié de la population pourrait souffrir d'une pathologie chronique en 2035. Mais qu'envisagez-vous pour les maladies auto-immunes qui, elles aussi, explosent? Vous évoquez aussi une révision de la fiscalité des produits nocifs pour la santé. Pouvez-vous nous préciser sur quels critères ces produits seraient-ils identifiés? Les fromages, par exemple, pourraient-ils être concernés? Je rappelle que c'est un débat que nous avions déjà eu dans le cadre du Nutri-Score. Enfin, je voudrais relayer ici les vives inquiétudes des pharmaciens qui sont indispensables dans nos territoires, en particulier dans les déserts médicaux. Votre rapport charges et produits de l'assurance maladie pour 2026 préconise le dépistage de l'hypertension artérielle pour les pharmaciens d'officine. Pourtant, les officines sont aujourd'hui menacées par la réduction drastique du plafond des remises sur les génériques et la fixation d'un plafond très bas aux remises sur les hybrides et les biosimilaires. Comment envisagez-vous la conciliation entre les impératifs budgétaires et la préservation du maillage officinal au bénéfice des patients? Je vous remercie. Merci beaucoup. Henrik Davy pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour ce rapport et cette présentation très dense et très riche. Alors, limiter les dépenses maladie n'est pas un objectif en soi pour nous. Nous préférons partir des besoins et ajuster les recettes à ces besoins. Quand les cotisations, d'ailleurs, s'ajustaient aux besoins, je fais une parenthèse, il n'y avait pas de déficit et cela responsabilisait les employeurs. Mais travailler à des écosystèmes moins pollués et des populations moins malades est important. Et donc, ça peut rejoindre votre objectif de limiter les dépenses de santé. Alors, dans ce contexte, nous partageons des constats et des recommandations de votre rapport, au moins sur deux grands thèmes. Un, favoriser la santé publique et environnementale, d'une part, et d'autre part, la lutte contre la financiarisation du soin. Par exemple, nous sommes favorables à votre proposition 2 qui vise à mieux dépister les cancers. Mais pour cela, il faudrait lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'implantation de centres de santé publics, parce que le dépistage ne peut pas se faire sans médecin. Plus largement, il faut aussi éviter l'usage de produits cancérigènes, comme l'alcool, le tabac ou les pesticides, et plus globalement, la pollution atmosphérique. Et il n'aurait pas fallu d'ailleurs voter la loi du plomb. Beaucoup de médecins nous l'ont fait remarquer. Nous sommes aussi favorables à ce que le Nutri-Score soit la clé de la politique de prévention nutritionnelle et à repenser la fiscalité comportementale. Et c'était le sens de tous nos amendements de notre groupe au PLFSS sur le sucre, l'alcool et le tabac. Amendements balayés presque tous par le gouvernement et puis par aussi la majorité, sous pression des lobbies et notamment de celui de l'alcool. Évidemment, il faut prévenir les troubles de santé mentale. Mais quand les services de psychiatrie sont en crise et les délais d'attente pour un rendez-vous en CMP dépassent 1 an à Marseille, cela me paraît bien illusoire. Évidemment, il faut améliorer les conditions de travail. Mais nous n'allons pas dans cette direction en reculant l'âge de départ à la retraite et en augmentant la productivité au travail. Alors, vous proposez une série de mesures louables pour enrayer l'envol du prix des médicaments, c'est les propositions 25 à 29, et pour réduire le profit du secteur lucratif, que le secteur lucratif se fait sur le dos des assurés. Mais rien sur le soutien aux services publics et notamment sur la création d'un vrai service public du médicament. Et alors, je suis plus dubitatif sur d'autres pistes. Je crois que nous arrivons plutôt aux limites du tournant ambulatoire, qui au passage a contribué à faire exploser les dépenses de transport sanitaire. Et je ne vois pas très bien, je voudrais bien que vous me répondiez là-dessus, comment vous souhaitez réduire les ALD et les arrêts de travail. Enfin, j'ai écouté, je ne vois pas très bien comment vous vouliez vous y prendre. Plus largement, je conclurai là-dessus, à long terme, pour limiter les dépenses de santé et avoir une société moins malade, il faut augmenter les dépenses de santé à court terme, ce que le gouvernement refuse. Merci. Paul-André Colombani pour le groupe IOT. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Directeur général, votre rapport mentionne 169 fois le mot « convention ». Connaissez-vous réellement sa définition? Une convention, ce n'est pas une décision unilatérale, c'est un accord mutuel. Or, cet engagement signé l'an dernier avec les médecins et les libéraux, après un premier rejet historique, est déjà bafoué par le report en 2026 des revalorisations médicales prévues au 1er juillet dernier. Votre rapport adresse le même signal de défiance à toutes les professions de santé. Aux infirmiers libéraux, vous demandez de renforcer le maintien à domicile tout en proposant de diminuer la rémunération des perfusions, la MI14, qui sont la base du maintien à domicile, par exemple des soins palliatifs. En contrepartie d'une vague promesse de reconnaissance de leur profession, dont doivent se contenter aussi les kinésithérapeutes.
Comment, en fragilisant les acteurs du premier recours, vous allez pouvoir soulager l'hôpital? Les médecins de ville, de leur côté, doivent assumer de nouvelles missions sans simplification de leur quotidien. Vous accumulez des objectifs, mais vous ne simplifiez rien. Si on prend l'exemple de l'espace de santé que vous exigez d'alimenter faute en contrepartie de sanctions. Cet espace de santé, aujourd'hui, ça reste une boîte à chaussures numérique où on entasse les données, mais c'est très difficilement exploitable. Je vais poser une question au président de la commission, Valtou. Est-ce que vous connaissez le code INSEE de votre commune de naissance? Probablement pas. Voilà. Sans cet espace, sans cette donnée, votre médecin ne peut pas accéder à votre espace de santé. Une minute perdue par-ci par-là dans la consultation, multipliée par 60 millions de patients, ça fait un temps médical colossal au moment où on manque de médecins partout. Les spécialistes, eux, ils sont accusés de bénéficier de rentes économiques. Un vocabulaire qui est probablement injuste à mes yeux. Quand on parle de professionnels qui ont commencé à travailler à 30 ans, après 12 années d'études, qui travaillent 60 heures par semaine et qui investissent lourdement pour leurs exercices et pour leur société. Pendant ce temps, vous durcissez les contrôles et les sanctions envers les soignants, mais je n'ai pas vu dans le rapport de recherche au niveau d'économie, au niveau de la CNAM, du train de vie, des frais de fonctionnement. Rien n'est proposé. Je n'aurai pas le temps de parler des mutuelles, de rentrer dans les détails pour les pharmaciens, des ALD. Donc, Monsieur Fatome, Monsieur le directeur, ce dont nous voulons aujourd'hui, c'est une vision qui n'est pas à court terme, qui ne fragilise pas la continuité des soins. Ce qu'il faut, c'est un pacte de responsabilité réciproque qui valorise l'engagement des soignants et qui régule mieux les dépenses globales et redonne du sens à ce que doit être une véritable convention. Je vous remercie. Je connais déjà le code postal de mon arrondissement de naissance, c'est déjà pas mal. Il le faut aussi. Ah, il le faut aussi. Bon, la moitié de la note alors. D'abord, je me permets de le dire, ça n'est pas d'abord une trajectoire budgétaire. La trajectoire budgétaire, elle est la conséquence des propositions que nous faisons en termes de transformation du système de santé sur la prévention, l'organisation des soins et sur le juste soin et le juste prix. Pardon de le redire, mais voilà, bien sûr que ça porte ensuite une trajectoire budgétaire exigeante, mais elle est la traduction d'un certain nombre de mesures que nous proposons et je pense que c'est important de bien le redire comme ça. Deuxième élément, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur la prévention. Marguerite Cazeneuve y reviendra certainement. Clairement, cette prévention, elle doit se faire sur une coalition des acteurs au niveau national et notamment des financeurs, assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. Elle doit se faire aussi sur une coalition des acteurs au niveau territorial et être évidemment en lien avec les spécificités d'un certain nombre de ces territoires et bien sûr notamment des spécificités ultramarines, Madame la députée, pardon. Je pense notamment, on le sait, au sujet particulier de l'obésité, du diabète, d'un certain nombre de pathologies qui touchent plus particulièrement un certain nombre de territoires. Là aussi, dans la convention d'objectifs et de gestion que j'ai signée avec l'État en 2023, il y a un certain nombre d'actions spécifiquement dédiées aux territoires ultramarins et on y est très attaché. Mais la déclinaison de ces priorités de prévention, elle doit se faire d'une manière adaptée, encore une fois, aux pathologies. Au passage, je me permets de vous répondre très directement sur les taxis. Ce n'est pas seulement des engagements, j'allais dire, politiques ou de langage. C'est 3 € de plus par course réalisée par les taxis en territoire ultramarin. C'est ça la réalité de la prise en compte des spécificités des territoires dans la tarification que nous proposons. Et la ministre a évoqué la semaine dernière le fait que la réforme allait se déployer. Elle se déploiera avec des montants spécifiques dans les territoires ultramarins, 3 € supplémentaires dans le forfait de prise en charge. Je crois que c'est assez simple et j'espère en tous les cas efficace. Troisième sujet sur lequel je voulais revenir, nous avons signé sur ces 2 ou 3 dernières années des conventions et des avenants avec la quasi-totalité des professions de santé. Je pense que l'élément spécifique lié au comité d'alerte est évidemment, encore une fois, quelque chose qui provoque des réactions que je comprends très bien du côté des professionnels concernés. Néanmoins, pour moi, ça ne remet pas en cause l'engagement dans la politique conventionnelle. Et je vous l'ai dit, négociations avec les infirmiers, négociations avec les centres de santé, négociations avec les transporteurs sanitaires, en dehors des taxis, négociations
négociations sur l'imagerie. Il y a toute une série de discussions qui se poursuivent et je forme le vœu, en tout cas le souhait, qu'un certain nombre de négociations qui pourraient être suspendues quelques semaines puissent reprendre le plus rapidement possible. En tout cas, ma porte est ouverte. Ce n'est pas l'assurance maladie qui les met en suspension. De ce point de vue-là aussi, je me permets de l'évoquer sur ce qui a pu être évoqué notamment par le député Isaac Sibyl sur, si je l'ai bien compris, finalement les modes de rémunération, la rémunération à l'acte, les évolutions, comment on maîtrise les volumes. Je me permets de partager un certain nombre de choses qui avancent tout de même. C'est-à-dire qu'avec les infirmiers libéraux, on a mis en place le bilan de soins infirmiers qui passe sur une logique de forfait, une part importante de la rémunération. Nous allons avancer, et là aussi je veux le dire aussi au député Jean-François Rousset sur la radiothérapie, nous voulons avancer sur la forfaitisation, avancer sur cette mode de rémunération qui est sans doute plus adaptée. Nous voulons le faire aussi également parallèlement à une meilleure maîtrise des tarifs. Les tarifs de radiothérapie ont baissé de 5% au 1er janvier 2025. Nous pensons qu'il est légitime de poursuivre cette baisse, mais de le faire en effet parallèlement à un cadre qui doit évoluer, qui doit être davantage forfaitisé. On sait que le système actuel, la nomenclature actuelle, est tout à fait obsolète. On a proposé et on a mis dans la convention médecin un mécanisme de rémunération à la capitation pour les groupes de médecins qui veulent y passer. Vous savez qu'on teste cette rémunération dans un nombre croissant de maisons de santé, et justement dans ces négociations avec les centres de santé et les maisons de santé, nous voulons aussi mettre dans le droit commun des modes de rémunération spécifiques qui viennent potentiellement se substituer ou compléter un mode de rémunération à l'acte. Quatrième élément, peut-être là aussi, on l'a pas réévoqué dans le rapport, mais je ne peux pas tout de même ne pas réagir sur les frais de gestion de l'assurance maladie. Si je peux me permettre, monsieur le député, sur 1 000 € que dépense l'assurance maladie, c'est 30 € pour les frais de gestion. Ça veut dire que c'est 3%. 3%. Je me permets de partager un questionnement sur y a-t-il d'autres acteurs qui gèrent un système d'assurance maladie en France ou à l'étranger qui ait des frais de gestion inférieurs à 3%. L'assurance maladie comptait il y a 20 ans 80 000 collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui 60 000 collaborateurs. 60 000 collaborateurs, et nous diminuons les effectifs. Nous sommes la seule branche de la sécurité sociale à diminuer les effectifs entre 2023 et 2027 de 1 700 emplois. Donc je pense qu'en termes de maîtrise des frais de gestion, nous sommes au rendez-vous. Nous rendons en réalité de l'argent, entre guillemets, aux assurés et aux Français, puisque grâce aux évolutions numériques et digitales, grâce d'abord bien sûr à la carte vitale, mais grâce à différentes évolutions de systèmes d'information qui, contrairement à ce que j'ai pu entendre là aussi, sont dans l'immense majorité des situations maîtrisées, nous pouvons faire des gains de productivité et ne pas remplacer les départs à la retraite. C'est ce que nous continuons à faire ces dernières années. Sur les arrêts de travail, simplement souligner, et pardon, je m'arrêtais là et après je passerai la parole à Marguerite Cazeneuve. Je pense que le rapport est très clair sur le fait qu'il faut mobiliser les leviers sur l'ensemble des acteurs, pas seulement les prescripteurs, pas seulement les assurés, pas seulement les entreprises, mais tous ces acteurs. Et avec des leviers qui sont différents, mais avec des leviers qui doivent être opérants sur l'ensemble de ces acteurs, si nous voulons continuer d'ailleurs à financer des arrêts de travail. C'est pour ça que l'assurance maladie a été créée il y a 80 ans, pas d'abord pour des soins en nature, pour des prestations d'espèces, et nous y sommes extrêmement attachés. Voilà pour cette audition de Thomas Fatome, directeur général de la CNAM, qui tire la sonnette d'alarme, qui appelle à sauver la sécurité sociale, qui est selon lui en danger et dont le déficit est revenu après la crise du Covid qui a fortement dégradé les comptes. Fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP.